Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale. Nous parlons de l'histoire de Robert Mugabe, l'ancien président du Zimbabwe qui a dirigé son pays de 1980 à 2017. Il est mort à l'âge de 95 ans ce 6 septembre. Avec notre invité Arcel Moreau, nous revenons sur son parcours et son héritage politique. Docteur Arcel Morongi, bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir que de vous recevoir, bien que l'on aborde une question assez délicate puisqu'on parle d'une bibliothèque africaine qui s'en va. Tout d'abord, je vous invite à suivre ce reportage qui évoque le parcours de l'homme de notre rédaction de Gabon 24. L'annonce du décès de Robert Mugabe n'a laissé personne indifférent. Le premier, son successeur à la présidence, Emmerson Mnangagwa, qui a reconnu le combat pour la libération mené par le père de l'indépendance sur son compte Twitter. C'est avec la plus grande tristesse que j'annonce le décès du père fondateur du Zimbabwe et de l'ancien président, le commandant Robert Mugabe. Le commandant Mugabe était une icône de la libération, un panafricain qui a dédié sa vie à l'émancipation de son peuple. Sa contribution à l'histoire de notre nation et de notre continent ne sera jamais oubliée. Que son âme repose en paix. La Chine, quant à elle, salue en Robert Mugabe un dirigeant exceptionnel qui fut l'un des plus importants alliés de Pékin sur le continent. M. Mugabe était un dirigeant politique et un dirigeant du mouvement de libération nationale exceptionnel du Zimbabwe. Durant sa vie, il a fermement défendu la souveraineté de son pays, s'est opposé aux ingérences étrangères et a activement promu l'amitié et la coopération entre la Chine et le Zimbabwe, et la Chine et l'Afrique. Dans les rues de Harare, les habitants ont eux aussi réagi à cette perte qui affecte leur pays. En tant que dirigeant, la seule chose qu'il a faite de mal, c'est de rester longtemps au pouvoir. Et c'est la seule chose qui n'était pas juste. C'est notre ancien président et il nous a libérés des colonialistes tout en nous donnant des terres. L'ancien président Robert Mugabe est une icône révolutionnaire et pour moi, de parler un anglais correct, c'est grâce à notre ancien président. Robert Mugabe est décédé ce 6 septembre 2019 à Singapour, 2 ans après son départ du pouvoir. On parle là des réactions non seulement du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, mais également de plusieurs autres citoyens de ce pays. Docteur Arcel Moreau, vous qui avez accepté notre invitation pour évoquer cette question combien sensible, le Zimbabwe et l'Afrique pleurent ce grand homme. Que vous inspire aujourd'hui son combat? Écoutez, je pense que les éléments des reportages que vous avez énoncés tout à l'heure là sont suffisamment illustratifs de la vie et du bilan politique et de l'image qu'il laisse finalement. Mugabe, d'abord à titre personnel, je vois en lui un leader africain qui s'est battu pour la dignité de l'homme noir dans son pays. C'est d'abord une première chose. Ensuite, pour la libération de cette nation. Et en tant qu'Africain, au-delà de tout ce qu'on pourra dire sur sa longévité au pouvoir, sur les faiblesses de sa gouvernance à un moment donné de son régime, je pense que Mugabe reste une icône, quelqu'un qu'il faut saluer à juste titre pour son combat pour la libération des Noirs dans son pays et d'une manière générale pour la dignité des Africains. Alors, vous le dites si bien, mais selon vous, quelle a été la politique prônée justement par cet illustre personnage dans son pays et partant même du continent africain? Écoutez, l'action politique de Mugabe a façonné le Zimbabwe. Vous voyez, dans le tweet du président Emmerson Mnangagwa, il dit 2 choses importantes dans son tweet. D'abord, il le reconnaît comme étant le père fondateur du Zimbabwe. Je pense que ça résume tout. C'est son successeur, c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir dans des conditions calamiteuses, presque entre guillemets de coup d'État, mais qui s'incline face au poids de la mémoire, au poids du travail politique que Mugabe a fait dans ces pays, d'être le père de la nation, le père de l'indépendance, le père du Zimbabwe libre. C'est d'abord la première chose. Donc, le travail politique de Mugabe, ça a été ce travail d'abord de libération nationale. Ensuite, s'il faut parler ou analyser l'évolution de son régime politique ou de sa gouvernance politique, on peut dire un certain nombre de choses. La première des choses, c'est que Mugabe, il faut le dire, il vient dans des conditions sociales assez précaires, de père et de mère.
grâce à l'éducation religieuse, il parvient à obtenir une bourse, aller étudier au Ghana. Il revient du Ghana, il entame une carrière politique assez courageuse et difficile parce qu'à l'époque, c'est la dénonciation du système colonial qui va le conduire à 10 années de prison. Ouais. Et il va lancer, comme on dit dans le maquis, une révolution, une guerre d'indépendance pour pouvoir libérer le pays et le remettre aux mains des Noirs. Ouais. Donc, il accède au pouvoir dans ces conditions. Et ce que les Noirs ont reconnu de lui, c'était la fin des travaux forcés, ouais. la fin des humiliations, de la dictature, la fin du racisme, qui est dans un pays où, à l'époque, en 80, le Zimbabwe comptait près de 10 millions d'habitants et 95% de la population était noire, mais vivait dans un système, entre guillemets, d'apartheid, comme en Afrique du Sud. Donc, il y a cette libération-là. Donc, la première phase, je pense, du régime politique de M. Mugabe, ce sont la première décennie de sa prise de pouvoir, c'est-à-dire 80 en 90, ces 10 premières années-là. C'est une phase de régime qu'on peut qualifier de réconciliation nationale, de pacification, parce que contrairement à l'image que l'on a de Mugabe en fin de régime, c'est-à-dire celui d'un dictateur africain qui a voulu se maintenir au pouvoir, etc., Mugabe a eu un lancement des régimes qui a été salué relativement un peu partout en Afrique, même en Occident. Et ça a été un combat assez difficile tout de même, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1980. Bien sûr, un combat très difficile parce qu'il y a eu quand même beaucoup de violence. Il y a eu une guerre civile, les Noirs étaient massacrés avant qu'ils ne prennent les armes pour dire non à cette domination occidentale. D'accord ? Donc, le fait pour lui d'imposer au sein du ZANU-PF, le parti de la Révolution, l'idée d'une réconciliation avec le Blanc et surtout du Premier ministre de l'époque, Ian Smith, de dire, voilà, je ne vous contrains pas à l'exil, vous restez dans le pays, si vous êtes dans le pays, lors de sa prise de pouvoir. Dans les gouvernements qu'il forme, il donne des postes clés à des Blancs. Au lieu d'une politique violente de distribution des terres, il avait plutôt entamé une politique, disons, d'équilibre économique entre les Blancs et les Noirs, sans forcément réussir dans le fond comme les Noirs l'attendaient. Donc, il a joué ce rôle pendant 10 ans. Ça s'est répercuté d'abord sur le plan économique. Il y a eu une relance économique durant cette première décennie. Ensuite, sur le plan social, comme des jeunes l'ont dit tout à l'heure, ça a été la période de vulgarisation des structures de base aux Noirs. C'est dans les territoires où les Noirs vivaient, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'hôpitaux, et il a lancé les premières infrastructures pour donner la santé, l'éducation gratuite à de larges franges de population, y compris même des logements sociaux. Donc c'est une première partie de son régime qui n'est pas souvent vue, qui est souvent occultée par cette fin de règne. La deuxième partie du régime ou de la politique de M. Mugabe, c'est celle de la décennie fin 90, début des années 2000. Ces 10 dernières années sont marquées, il faut le dire, par une forme de radicalisation du régime. La radicalisation du régime qui, en raison notamment de la pression que va exercer sur lui la communauté internationale, parce que c'est quand même la période de la démocratisation mais partout en Afrique, dont le régime du ZANU-PF refuse effectivement l'ouverture démocratique qui est exigée par certaines factions de la population. Au sein même du parti, il y a des défections, il résiste. Et puis finalement, le régime va se radicaliser à travers un système politique qui va être très verrouillé. C'est la répression continue de l'opposition, les emprisonnements, les disparitions, les assassinats, la torture, les interdictions des manifestations, ainsi que des fraudes électorales pour permettre aux partis ZANU-PF de rester toujours hégémoniques au pouvoir. Oui, bien sûr. Mais au regard de tous les éléments que vous évoquez, le Zimbabwe, comme beaucoup d'autres États africains, a connu des hauts et des bas. Mais selon vous, le combat de l'homme a-t-il été bien perçu, non seulement par l'Afrique, mais également par l'Occident? Je vous pose la question. Je pense, en tant que chercheur et africain, qu'en réalité, le problème de Mugabe, c'est que il s'est heurté à un moment donné au lobby blanc dans son pays. C'est-à-dire qu'en réalité, Mugabe, il était porteur d'une certaine idéologie de la renaissance africaine, du renforcement de la domination des Africains, de ses compatriotes dans leur propre pays. Du coup, cela ne pouvait pas trouver satisfaction auprès du public étranger. C'est d'ailleurs ces mêmes puissances-là qui vont contraindre le régime à des sanctions économiques et qui vont se répercuter sur le plan local par une forme de radicalisation. Donc, je pense que le discours ou l'action politique ou la pensée politique ou la vision politique de Mugabe a été très nationaliste et très africaine. Du coup, elle ne pouvait pas rencontrer un regard positif de la part de la presse occidentale, de la part des médias des pays européens ou américains. Alors, je rappelle que vous êtes le docteur Arcel Morongi, vous êtes gabonais et politologue. On parle justement de Robert Mugabe. Pendant son règne de 37 ans à la tête du Zimbabwe, il est passé du statut de héros
de l'indépendance et chouchou de l'Occident, je me permettrai de le dire, à celui de tyran qui aurait provoqué l'effondrement économique de son pays selon certains observateurs. Docteur, que dire aujourd'hui ? Écoutez, c'est important ce que vous soulignez, c'est qu'il a été effectivement donné le chouchou, justement, en complétant entre guillemets, des Occidentaux, parce que lors de la première décennie de sa prise de pouvoir, effectivement, il va avoir une politique qui va beaucoup ménager les intérêts occidentaux. Oui. Du coup, on ne saura même pas qu'il avait organisé un massacre qui avait coûté la vie à près de 20 000 personnes lorsque son parti va connaître une scission en deux avec son ancien allié durant la lutte coloniale. Étant donné qu'il était du côté des Blancs, il faut le dire entre guillemets, cela n'avait pas été réprouvé en tant que tel comme ça a été le cas à la fin de son régime. Donc, il faut le dire. Alors, de la figure de héros national à celle d'un dictateur qui est resté à vie au pouvoir et qui est sorti, entre guillemets, par la petite porte, oui, c'est vrai. Je pense que, comme l'a dit d'ailleurs un Zimbabwéen tout à l'heure, c'est que la seule chose qui reproche à Mugabe, c'est sa longévité au pouvoir. Bien entendu, le problème, c'est parce qu'effectivement, Mugabe, comme un certain nombre de leaders africains d'une certaine génération politique, se prévalait d'une certaine forme de légitimité sur la nation. Ce n'était pas une légitimité démocratique obtenue à partir des urnes, à partir d'un programme économique et social. C'était une légitimité qui surpasse tout cela. C'est celle de la paternité d'une nation. Sur le plan individuel, le père d'un président de la République restera toujours son père. Il ne le verra pas comme un président ou comme un ministre, comme un député. Il le verra toujours comme cet enfant qu'il a porté dans ses mains. Je crois que Mugabe a eu une ombre tutélaire, paternaliste sur la nation zimbabwéenne qui finalement a fait qu'il n'a jamais voulu comprendre à un moment donné qu'il pouvait laisser ce bébé qu'il a mis au monde, c'est-à-dire la nation zimbabwéenne. Du coup, il a estimé que tant qu'il restera en vie, eh bien, le Zimbabwe devra toujours l'avoir comme président. Et c'est ce qui a expliqué effectivement à un moment donné ce déconvenu entre à la fois la base du parti que la jeunesse et la population. L'on ne pourrait évoquer justement le parcours de l'homme, de Robert Mugabe, à la tête du Zimbabwe, sans pour autant parler et justement citer cette assertion. En Afrique, il est dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. La présence à ses côtés de sa femme Grace Mugabe, qui avait semblé, docteur, vous me permettez de le dire, clairement montrer son ambition de lui succéder à la tête du pays, a-t-elle, selon vous, été à l'origine de sa chute? En 2017, l'on se souvient encore de ses sorties fracassantes lorsqu'elle a rassemblé même le parti, la ZANU-PF de Robert Mugabe. Bien entendu, Grace Mugabe est présentée comme étant celle par qui la chute du régime, ou la chute en fait pas du régime, puisque le régime continue jusqu'aujourd'hui, la chute de Mugabe en tant que président, en tant que leader politique. Oui, je crois que en regardant un peu le fond de l'histoire de Mugabe, on va retrouver que Mugabe, deux femmes ont influencé son parcours. On en parle peu. D'abord, c'est sa première femme qu'il avait rencontrée lors de ses études, de sa formation au Ghana. Sarah Mugabe, qui va décéder en 1992 déçue d'un cancer. C'est la période où Mugabe avait une vision beaucoup plus pragmatique et simple du pouvoir quand il avait cette femme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le grand reproche qui est fait à Sarah Mugabe, à Grace Mugabe, c'est qu'elle est souvent comparée au niveau de l'opinion des Zimbabwéens à la première femme de Mugabe qui avait cette dignité, entre guillemets, d'une femme africaine posée, vertueuse, femme de la résistance, de la lutte. Tandis qu'elle est souvent apparue ou perçue comme étant une opportuniste, quelqu'un qui ne voulait que le pouvoir, qui ne voulait que les biens de Mugabe, au niveau de l'opinion zimbabwéenne, bien sûr. Oui. Bien entendu, c'est à partir de 2012 qu'elle commence, c'est-à-dire 10 ans après son alliance officielle avec Mugabe, qu'elle commence à apparaître en public dans les meetings, dans les activités politiques de son mari président. Mais c'est surtout à partir de 2014 qu'elle affiche ouvertement et clairement ses ambitions politiques, celle notamment de devenir présidente à la place ou après son mari. L'un des actes forts, elle a posé 2 actes en 2014. Le premier, ça a été une déclaration où elle a dit en public ou d'un meeting que je suis prêt, monsieur le président, donnez-moi librement votre poste. Et le deuxième acte fort de 2014 a été sa désignation par la Ligue des femmes du ZANU-PF comme étant la présidente du mouvement des femmes. Ensuite, en 2017, je crois, au cours d'un meeting dans l'ouest du pays, c'est là où elle va sonner le glas du régime, en poussant son mari ouvertement à désigner le vice-président de la République du parti, l'un des bras droits de Mugabe durant la résistance coloniale, comme étant quelqu'un qui veut faire un coup d'État. Et je crois que la suite, nous la connaissons, ça a été l'exclusion du vice-président de son poste et puis le lancement du coup d'État qui va sonner la fin de l'ère Mugabe. Une exclusion qui leur a valu à lui, justement, ses fonctions actuelles de président de la République au Zimbabwe.
Bon, bien entendu, c'est-à-dire que l'histoire est facile à faire lorsque les faits sont déjà là. On peut reprocher beaucoup de choses. Avait-elle raison quelque part, puisque en quelques semaines seulement, à peine démis de ses fonctions, une faction de l'armée se détache, contraint le président à la démission, et puis celui qui apparaît comme l'homme fort du nouveau régime, c'est le même Emmerson Mnangagwa que Grace Mugabe désignait comme quelqu'un qui est en train d'instiguer le parti et l'armée à se rébeller contre le président Mugabe. Donc, on peut toujours le dire. Un règne sans partage, comme on aime à le dire en Afrique. Mais qu'en est-il du résultat, parlant de sa lutte contre les colonisateurs de l'Afrique? Je me permets de vous poser la question. Bien, écoutez, la lutte contre la colonisation, je crois, a été sur deux côtés. D'abord, sur le plan politique, je crois qu'il a réussi. D'abord, la première chose, ça a été d'acquérir l'indépendance du pays pour donner le pouvoir politique aux mains de la majorité des Noirs. Vous savez que la situation en Zimbabwe est comparable à celle de l'Afrique du Sud à l'époque, est comparable à celle de la Tanzanie, est comparable à celle du Mozambique, est comparable à celle également d'autres pays lusophones africains de l'époque. Donc, ça a été ce premier combat-là, je crois, qui est le plus grand combat de son parcours, de sa vie qu'il a réussi. Et deuxièmement, ça a été aussi non seulement de donner le pouvoir politique, mais aussi de donner la dignité économique aux Noirs. Et je crois que c'est sur ce plan économique-là que peut-être Mugabe n'a pas réussi son combat. Mugabe laisse finalement une économie exsangue à terre, parce qu'il faut dire que c'est cette question, c'est cet échec économique qui a plus ou moins excité une bonne partie de la population et des cadres du pays à douter des capacités de Mugabe à relever le pays. Ils avaient le pouvoir politique, mais l'économie était à terre. D'abord, la réforme agraire qu'il a lancée, c'est-à-dire la répartition des terres, qui était toujours, il faut le dire, jusqu'au début des années 2000. Il y a beaucoup d'encre et de salive, quand même, dans le pays. Oui, il faut. Et même sur le plan international, parce qu'elle a eu des répercussions. Oui, bien sûr. C'est parce qu'en réalité, quand Mugabe prend le pouvoir, je l'ai dit tantôt, c'est qu'il n'a pas entamé une réforme agraire violente, c'est-à-dire en arrachant les terres aux Blancs pour les donner aux Noirs. Il est resté dans une forme d'équilibre politique. Voilà pourquoi les Occidentaux n'ont pas cherché à le combattre au début. Mais à partir du moment où les difficultés économiques se multiplient et que quelque part les Noirs se disent « bon, nous avons le pouvoir, mais nous ne mangeons pas le pouvoir au quotidien », il faut que Mugabe donne des réponses sociales, économiques à nos problèmes. Alors, ce moment Mugabe, n'étant pas en mesure d'apporter des solutions concrètes, il s'est reconverti à un nationalisme africain en désignant la minorité noire d'être à l'origine de la crise économique parce que ce sont eux qui détiennent l'ensemble des terres, les investissements et les industries dans le pays. Il a donc lancé une politique en réalité de nationalisation des terres, mais en réalité d'octroi de ces terres-là à des dignitaires du régime, ce qui va encore davantage provoquer non seulement la dissension avec les Blancs et la communauté internationale, mais également va plonger l'économie, le secteur agricole par terre, ainsi que le secteur industriel qui ne pourra pas être en mesure de compenser les pertes liées à l'hécatombe du système de l'économie agricole dans le pays. Alors, beaucoup d'observateurs se posent la question, héros africains, allais-je dire, despotes sanguinaires, l'histoire de la nation et du continent ne s'effacera jamais, a écrit aujourd'hui le président Emmerson Mnangagwa sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cela vous inspire, docteur? Bien, écoutez, je crois que, je l'ai dit tantôt tout à l'heure, à savoir que Robert Mugabe laisse le souvenir d'un héros africain. On aura tout dire. Je pense qu'il y a un parallèle assez comme un hasard, c'est qu'il il était rentré au début des années 80 dans son pays à partir du Mozambique comme un héros quand il avait pris le pouvoir. Je crois qu'il va rentrer également de Singapour quand on sera rapatrié, accueilli dans l'Alliance populaire en tant qu'un héros du Zimbabwe. On aurait également tout dit. Je crois qu'au fond, ce que les Zimbabwéens vont retenir en réalité de lui, ce sera ce héros-là. Les crises économiques, la répression de l'opposition. Pensez-vous qu'on oubliera sa sortie du pouvoir du pays? Je pense que la sortie du pouvoir, entre guillemets, par la petite porte, il faut le dire, par un coup d'État, je crois que ça va rester peut-être un petit hiatus dans son parcours, mais je pense que ce n'est pas ce que l'opinion va retenir de lui en réalité. C'est mon point de vue, je le pense. Je vous ai dit, il faudra regarder l'arrivée de sa dépouille. Vous verrez, ce sera un héros qui va rentrer, ce ne sera pas un président déchu, j'en doute fortement. Alors, je vous invite justement à regarder un autre élément qui évoque justement la question liée au parcours de l'homme. L'annonce du décès de Robert Mugabe. La date du 6 septembre 2019 marque la fin de l'histoire indélébile de Robert Mugabe. Une annonce fracassante inscrite sur la page Twitter d'Emmerson Mnangagwa, actuel président du Zimbabwe, annonce le décès de son prédécesseur. Celui qui a longtemps été considéré comme héros dans son pays, Robert Mugabe, alias Camarade Bob.
né le 21 février 1924 à Koutouma, en Rhodésie du Sud, actuel Zimbabwe. Après avoir mené une guérilla contre le gouvernement d'Ian Smith dans l'ancienne Rhodésie du Sud, actuel Zimbabwe, le camarade Bob finit par prendre la primature avant d'accéder 7 ans plus tard à la présidence. Son arrivée au pouvoir et son combat contre le pouvoir en place dans ce pays a fait de lui non seulement l'un des pères de l'indépendance, mais aussi un héros national. Son engagement anticolonialiste assure sa popularité auprès d'une partie de sa population et du continent africain. Mais Robert est vite affecté par de nombreuses accusations, notamment de faire reculer les libertés individuelles et de favoriser le racisme anti-blanc. Robert Mugabe avait pris les rênes de l'ex-Rhodésie devenue indépendante en 1980 sous le nom du Zimbabwe, mais 3 décennies après, il est lâché par l'armée et son parti, ce qui a systématiquement amené le Parlement à engager une procédure de destitution à son encontre. Il a été contraint à la démission en fin 2017, alors qu'il était le plus vieux chef d'État en exercice après avoir passé 37 ans à la tête du pays. Tout au long de son parcours, il fait preuve d'une détermination et d'une intelligence sans faille. Il meurt à l'âge de 95 ans à Singapour, soit 2 ans après sa destitution. Sa mémoire a été saluée et son combat pour l'indépendance du pays reconnu par tous. Le commandant Mugabe était une icône de la libération, un panafricain qui a dédié sa vie à l'émancipation de son peuple. Sa contribution à l'histoire de notre nation et de notre continent ne sera jamais oubliée. Que son âme repose en paix, a déclaré Emmerson Mnangagwa, actuel président du Zimbabwe. Ces mots du président Emmerson Mnangagwa, justement, qui marquent le parcours de cette illustre personnalité. Que dire aujourd'hui, selon vous? Peut-on réellement parler d'héritage de Mugabe? Que laisse-t-il au Zimbabwe, Dr Arcel Morongi? Je pense qu'en termes d'héritage politique, je crois qu'il laisse un pays souverain, véritablement souverain vis-à-vis de la puissance coloniale. C'est d'abord un premier pas parce que tous les pays n'ont pas la même histoire. Parce que pour des pays qui ont connu une colonisation ou bien une décolonisation négociée comme le Gabon, quand on parle du 17 août d'indépendance, parfois ça ne résonne pas fort parce qu'on ne s'est pas battu pour avoir ça en réalité. Ça s'est négocié. Tandis que pour des pays qui ont fait 10, 15 ans, 20 ans de guerre civile, pour avoir cette indépendance, c'est quelque chose de particulier. Et Mugabe incarne cela. Et c'est ce qu'il a laissé comme principal et véritable héritage politique. Je crois qu'il appartient aux Zimbabwéens de regarder aujourd'hui l'avenir, encore que l'héritage politique de Mugabe a déjà été disputé ou partagé avant même sa mort, parce que depuis le 21 novembre, il y a un héritier qui s'est autoproclamé, qui a pris une grande partie de l'héritage en main, qui est Emmerson Mnangagwa, il faut le dire. Je crois que l'héritage, de manière globale et générale, reste ce pays-là qui appartient aux Zimbabwéens aujourd'hui de regarder par rapport à l'avenir, c'est-à-dire la consolidation d'abord de la paix et de la démocratie qui reste un point important aujourd'hui au niveau de la gouvernance au Zimbabwe pour avoir la véritable stabilité et pour permettre également au pays de bénéficier des investissements nécessaires pour sa relance et sa croissance économique, pour mettre un terme aux pénuries alimentaires, pour mettre un terme aux violences post-électorales. Je crois que l'enjeu aujourd'hui du Zimbabwe que Mugabe laisse, c'est la consolidation de la gouvernance. Et la question économique qui touche le pays depuis sa sortie, justement, que dire? L'économie reste, à vrai dire, dans la même situation qu'il y a 3 ans quand Mugabe est parti, il y a 2 ans. L'économie zimbabwéenne, c'est essentiellement 2 ou 3 choses. D'abord, c'est le secteur agricole qui est aujourd'hui à terre à cause de la réforme agraire qu'il a lancée il y a quelques années. Ensuite, il y a le secteur des mines, qui est un secteur très important, mais qui souffre du manque d'investissement parce qu'il y a des sanctions internationales de l'Union européenne et des États-Unis. Le seul investisseur aujourd'hui, le seul véritable grand investisseur aujourd'hui, c'est la Chine, avec ses entreprises, qui permet à ce pays de tenir encore debout, de faire des exportations et de produire, d'avoir des recettes fiscales assez importantes dans le secteur minier. Le secteur touristique souffre effectivement de cette image d'un pays anti-blanc que Mugabe aurait laissé grâce à la propagande des médias occidentaux, ce qui n'est pas en réalité très vrai dans le fond, en réalité. Donc, je pense que les enjeux, c'est celui-là, la gouvernance économique, mais c'est des réformes économiques, c'est des réformes politiques que va dépendre l'ouverture économique et les opportunités de ce pays, je pense. Emmerson Mnangagwa a salué justement la mémoire de Robert Mugabe. Il y a eu, après lui, justement, d'autres chefs d'État du monde. On parle du gouvernement chinois, par exemple, du gouvernement russe. Il y en a d'autres
qui certainement adresseront également des messages en la mémoire de l'illustre personnalité. Et d'ailleurs, même les autorités gabonaises, je le pense, ont également adressé un message. Qu'à cela ne tienne, merci à vous, Dr Arcel Moro-Ongui, d'avoir accepté notre invitation pour cette édition spéciale consacrée au décès de ce président, Robert Mugabe, qui, après 37 ans de règne dans son pays, a quitté le pouvoir il y a quelques années aujourd'hui, s'en est allé. Merci de rester des nôtres sur Gabon 24. Nos programmes sont en continu sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, mais également sur YouTube en streaming Gabon 24. Au revoir.